la Grèce antique, berceau de la civilisation occidentale. Pendant plus de 1000 ans, ce peuple fort et charismatique a réalisé les plus grandes prouesses techniques. On assiste à l'apparition d'une nouvelle génération de penseurs. Et ils ont une raison pour construire, inventer, comprendre la nature. Des réalisations si éblouissantes que les anciens les croyaient l'œuvre des dieux. La grande question est, comment diable faisait-il pour soulever ces gigantesques blocs de pierre? Ces merveilles techniques furent promues par des dirigeants dont la soif de grandeur sut unir le peuple pour le propulser au sommet de l'Empire. Mais cette brillante éruption de culture et de créativité s'arrêtera, victime de luttes fratricides. Un duel à mort qui scellera la fin de l'âge d'or. Septembre 480 avant notre ère. Le jour se lève sur la petite île de Salamine et le détroit d'1,5 km qui la sépare de la Grèce continentale. La mer d'huile ne laisse rien présager de la grande bataille qui se prépare. Ce soir, la Méditerranée ne sera plus qu'une mare de sang. L'enjeu n'est autre que l'avenir et l'indépendance de la Grèce. Cette terre d'îles et de cités-États qui s'étend à la lisière du plus grand empire du monde connu, la Perse. La Perse était la superpuissance de l'époque, extrêmement riche et sûre d'elle. C'était le plus grand empire multiethnique et multiculturel que le monde ait jamais connu. Sa formidable armée d'invasion se dresse à l'horizon. Pas moins de 700 navires avec à leur bord 150 000 guerriers, bien décidés à ajouter la Grèce à leur empire. Mais un Grec les attend, prêt à se battre. Amiral et homme d'État athénien, Thémistocle se prépare à ce moment depuis des années. Mais affronter la Perse, la plus grande puissance de l'époque, ne sera pas une mince affaire pour Thémistocle. Bonjour, je suis Peter Weller. D'abord, la flotte perse est 2 fois plus nombreuse. Ensuite, Thémistocle se retrouve face à un problème presque insoluble. Essayer de réunir sous un même commandement des troupes hétéroclites et querelleuses. L'aspect positif du développement civique dans la Grèce antique, c'est la cité-État, sorte de micro-pays indépendants et autonomes au sein de la nation hellène. Mais l'aspect négatif du développement civique dans la Grèce antique, c'est la cité-État. Parce qu'elles avaient beau parler la même langue et vénérer les mêmes dieux, les cités-États n'avaient aucun sens d'union nationale. Elles n'accordaient d'importance qu'à leurs propres impératifs régionaux et culturels. Au mieux, elles s'entendaient mal. Au pire, elles se sautaient à la gorge. Si quelqu'un peut rassembler les Grecs, c'est bien Thémistocle. Cet homme qui n'est pas issu de l'aristocratie athénienne et n'a pas honte de le faire savoir à ses concitoyens. Il n'a jamais été des leurs et il le revendiquait. Il était fier de sa rusticité. Il disait qu'il ne pouvait peut-être pas accorder une lyre ni chanter, mais qu'il savait tout ce qu'il fallait pour rendre une cité puissante et libre. Ce n'est pas la première fois que les Grecs affrontent les Perses. 10 ans plus tôt, une armée perse plus réduite a tenté une première invasion et combattu les Athéniens et leurs alliés à Marathon. À Salamine, Thémistocle va tirer parti de cette expérience en axant sa stratégie sur le point faible qu'il a repéré dans la machine de guerre ennemie, sa flotte. Il avait compris que l'eau n'était pas l'élément naturel des Perses. La Perse était une puissance terrestre, à tel point que dans la religion perse, l'eau salée était démoniaque. Thémistocle a voulu doter les Grecs d'une marine militaire comme le monde n'en avait jamais vu. Ils se sont aussitôt lancés avec acharnement dans la construction de 200 trirèmes, le navire le plus terrible de l'Antiquité.
La trirème mesure une quarantaine de mètres de long. Elle est légère, dynamique. À l'avant, sa coque est équipée d'un éperon en bois couvert de bronze. C'est ça son arme offensive. C'est une sorte de missile guidé. La trirème est mue par 170 rameurs sur 3 niveaux, 62 en haut, 54 au milieu et 54 en bas. Le niveau inférieur est si bas que les trous pratiqués pour les rames ne se trouvent qu'à une cinquantaine de centimètres au-dessus de l'eau. C'est donc une galère en bois qui peut atteindre 8 ou 9 nœuds, ce qui est une vitesse impressionnante dans l'Antiquité. Et elle peut attaquer comme un missile. Naturellement, les rameurs doivent apprendre à travailler en équipe. Ils doivent être capables de ramer à l'unisson, ce qui est assez facile au début, mais très difficile à maîtriser sur la durée. En quelques années seulement, la flotte de trirème de Thémistocle est achevée. Juste à temps, car au printemps 480 avant notre ère, la Perse envahit massivement la Grèce. Thémistocle sait que la flotte perse est presque 2 fois supérieure à celle de tous les Grecs réunis. Il conçoit alors un plan simple mais astucieux pour rééquilibrer les forces. Il fallait transformer le handicap grec, l'infériorité numérique, en avantage. Thémistocle devait donc attirer les Perses à un endroit où ils ne pourraient pas déployer tout leur rang, de manière à pouvoir concentrer sa force de frappe. Le détroit de Salamine était le lieu idéal. Thémistocle élabore un stratagème pour attirer la flotte perse. Thémistocle était très malin, c'était un grand manipulateur. Il savait que les Perses préféraient gagner leur bataille par la diplomatie, l'intimidation ou en soudoyant des traîtres. La veille de la bataille, l'Athénien envoie un serviteur zélé dans le camp perse. Se faisant passer pour un traître, celui-ci annonce au roi Xerxès que les Grecs s'apprêtent à prendre la fuite. Il lui suggère d'envoyer ses bateaux pendant la nuit pour surprendre la flotte grecque au matin. La ruse fonctionne à merveille. À l'aube, les Perses découvrent avec effroi que loin de prendre la fuite, les Grecs se rangent en ordre de bataille et que les Perses vont devoir se battre. Le guet-apens de Thémistocle était magistral. 200 trirèmes, mus par 34 000 rameurs, se mettent en place. Dans le détroit étriqué, les Perses n'ont pas la place de manœuvrer. Thémistocle a tendu le piège parfait. Toute la journée, les combats font rage. Les trirèmes encerclent les navires perses et les frappent de leurs puissants éperons. Un nombre inhabituel d'officiers perses a trouvé la mort. La bataille est si confuse et si chaotique qu'à la fin de la journée, les Grecs ne sont même pas sûrs de l'avoir remportée. C'est le rivage de Salamine jonché de cadavres ennemis qui leur révèle leur victoire décisive. D'après certaines sources, les Perses auraient perdu jusqu'à 200 navires contre 40 pour les Grecs. Tous les Perses qui avaient survécu à la noyade ont été massacrés par les soldats grecs postés sur le rivage. Si les Grecs n'avaient pas remporté la bataille de Salamine, la Grèce classique et ses valeurs que nous partageons encore aujourd'hui n'auraient peut-être jamais vu le jour. Après cette victoire éclatante, Thémistocle est porté en triomphe. Mais ses ambitions personnelles et son avidité font grossir les rangs de ses nombreux ennemis politiques. L'irritation de l'Assemblée publique ne tarde pas à dégénérer. À cette époque, Athènes avait mis en place une procédure appelée ostracisme, une sorte d'élection d'impopularité qui permettait à l'Ecclésia de bannir pour 10 ans un homme politique qu'elle estimait dangereux pour la vie de la cité. En 471, Thémistocle est frappé d'ostracisme. Comble de l'ironie, le voilà contraint de s'exiler dans cette Perse qu'il a si âprement combattue. Il ne reverra jamais Athènes. Après son bannissement, il a dû chercher refuge en Perse.
Il a passé les dernières années de sa vie à parler perse et à travailler pour le grand roi au gouvernement de l'Asie mineure. Thémistocle a laissé son nom dans une quête de puissance et de gloire inspirée d'un glorieux passé. Les aventures légendaires des dieux et des héros narrées dans l'Iliade et l'Odyssée. Si les récits appartiennent au mythe, les prouesses techniques de ces anciens Grecs sont bien réelles et toujours là pour le prouver. Au XIVe siècle avant notre ère, un peuple parlant une forme ancienne du grec occupait la péninsule hellénique. Au fil des siècles, les guerres, les scandales et les exploits des Mycéniens sont entrés dans la légende pour poser les fondations de la civilisation grecque. Leur capitale, Mycène, était protégée par une citadelle massive construite 150 ans durant. Si l'on en croit la légende, c'est ici que régna le roi Agamemnon, dont Homère a chanté les exploits au 8e siècle avant notre ère, dans l'une des deux épopées les plus célèbres de l'histoire, l'Iliade. L'Iliade était une sorte de Bible pour les Grecs de l'Antiquité. Elle contenait une morale, leur donnait un chemin de vie. Elle décrivait les dieux, la religion, mais aussi les hommes, toutes sortes de situations. Elle donnait des modèles à suivre. Les chants de l'Iliade et de l'Odyssée sont entrés dans l'histoire. L'enlèvement d'Hélène par Paris, le siège de Troie par les Grecs, le cheval de bois utilisé pour entrer dans la cité et la détruire. Si Agamemnon se hissa au rang de héros pendant la guerre de Troie, sa mort, de la main de sa propre épouse, fut celle d'un simple mortel. Depuis des siècles, les spécialistes se demandent si Homère a réellement écrit l'Iliade et l'Odyssée, s'il s'est contenté de recueillir des histoires populaires, ou même s'il a joué un rôle dans cette affaire. Mais si les Grecs de l'Antiquité revenaient aujourd'hui, ils se moqueraient bien de ce débat, parce que pour eux, Homère n'était ni un chanteur à la mode, ni un écrivaillon de romans à succès. Homère était un historien, et ces légendes n'étaient pas des contes pour endormir les enfants, c'étaient des faits bien réels. These were accountable facts. Voici ce qui reste de Mycène, la ville où beaucoup, moi y compris, aimeraient croire qu'Agamemnon a réellement régné. Ces ruines démontrent que, non content d'être de grands bâtisseurs, les Grecs étaient capables de véritables prouesses techniques. En arrivant à Mycène, la première chose que l'on voit, ce sont les fortifications. Elles sont très impressionnantes et donnent aussitôt un sentiment de puissance. Les murs d'enceinte de Mycène sont étayés par des blocs de pierre pesant jusqu'à 10 tonnes l'un. Ils ont été taillés avec une telle précision que chaque bloc s'ajuste parfaitement à son voisin. Mais en termes de splendeur, rien à Mycène n'égale l'entrée monumentale de la citadelle, la porte des Lions. Voici la porte des Lions, l'entrée principale de Mycène. C'est l'une des structures les plus stupéfiantes de l'âge de bronze, aussi imposante symboliquement que techniquement. Les deux lions sont bien droits, pas posés sur un piédestal. Les têtes, qui ont disparu, devaient être tournées vers l'extérieur. À leur vue, le visiteur savait immédiatement ce que représentait Mycène, le pouvoir.
Cette porte semble bâtie selon une structure habituelle. Ces colonnes massives sont les piliers, les éléments verticaux qui soutiennent le linteau, cette pierre horizontale qui pèse environ 12 tonnes. Mais c'est au-dessus de la porte, au niveau des lions, que les ingénieurs ont innové. Ce triangle de pierre de taille qui entoure les lions forme ce que l'on appelle une arche en encorbellement. Prenons 4 pierres. Au lieu de les empiler, je veux essayer de ménager une ouverture, alors je gagne un peu d'espace en les disposant comme ça. C'est un encorbellement. Maintenant, soyons un peu plus ambitieux. L'ouverture n'est pas assez grande, alors on va essayer de décaler chaque pierre un peu plus. Mais là, elle risque de tomber. Alors comment accroître l'espace sans perdre en stabilité? Facile. Il suffit d'ajouter des contrepoids derrière chacune des pierres encorbelées. Tout d'abord, il faut dire que ce triangle est vraiment une invention mycénienne. C'est la toute première fois qu'on voit ça, probablement dans le monde entier. Donc, dans ce sens, c'est une véritable innovation. Mais les ingénieurs mycéniens vont encore plus loin. Ils vont utiliser la technique de l'encorbellement pour créer un espace intérieur révolutionnaire, la voûte en encorbellement. Cette structure ne s'applique qu'à un seul type d'édifice, le tombeau. Comme les Égyptiens, les Mycéniens érigeaient pour leurs rois des sépultures monumentales. Ce type de monument, appelé tholos, se distingue de tout ce que les Mycéniens avaient jamais bâti auparavant. La forme circulaire était totalement absente de l'esprit architectural mycénien. Il travaillait avec la ligne droite et l'angle droit. Le cercle était réservé à ce type de structure, ce qui lui confère une symbolique mortuaire. Bâtir une tholos était un véritable exploit. La première étape consistait à vider le flanc d'une colline. Ils creusaient une tranchée qui allait former le dromos, c'est-à-dire la voie d'accès. En l'occurrence, celle-ci est flanquée de superbes pierres disposées dans le sens de la longueur. Il y a 3200 ans, en 1200 avant Jésus-Christ, un visiteur empruntant ce dromos aurait découvert un site aussi magnifique que stupéfiant, cette entrée monumentale. La porte était flanquée de 2 colonnes massives en marbre vert ciselées de motifs sinueux remontant jusqu'à leur sommet. Chacun de ces blocs mesure près de 80 cm. 33 cercles de pierre sont empilés ici pour former un cône. Elles sont posées en encorbellement, c'est-à-dire que chacune déborde de la précédente. Ensuite, elles sont arasées pour obtenir une surface uniforme. Pour que cette structure soit stable, il faut une pression constante de l'extérieur vers l'intérieur. Tout comme le tonneau est maintenu par un cerclage métallique. Au fur et à mesure de la construction, on va donc étayer la structure avec de grandes quantités de terre, si bien qu'une fois l'intérieur en forme de ruche achevée, l'extérieur présente la forme d'un tumulus. Aux alentours de l'an 1100 avant Jésus-Christ, cette civilisation ancienne disparaît de manière aussi soudaine que mystérieuse. Il existe de nombreuses théories à ce sujet. L'hypothèse dominante est qu'en attaquant l'Égypte et la Mésopotamie, les tribus venues du nord, surnommées peuples de la mer, ont interrompu les échanges commerciaux dans la région, ce qui a entraîné la chute de Mycène. Mycène disparue, la Grèce entre dans un long marasme. 4 siècles durant, sa culture sombre dans une profonde léthargie. Puis, au 8e siècle, les cités-États commencent à croître et à prospérer.
chacune se forgeant sa propre identité, toutes aspirant à la suprématie économique, militaire et technique. Dans ce contexte, l'île de Samos donnera tout son sens à l'expression « soulever des montagnes » en réalisant l'un des ouvrages les plus époustouflants de l'Antiquité. Sparte, Athènes, Corinthe ou Thèbes ne sont que quelques-unes de la centaine de cités-États qui fleurissent un peu partout en Grèce 400 ans après la disparition de la civilisation mycénienne. Avant l'avènement de la démocratie, nombre de ces cités-États sont dirigés par un tyran, c'est-à-dire un chef absolu. Vers 540 avant notre ère, un tyran du nom de Polycrate arrive au pouvoir sur l'île de Samos, à l'extrême est de la mer Égée. C'était un acteur assez important sur la scène internationale. Il a contracté des alliances stratégiques avec les Perses, mais aussi avec les Égyptiens par exemple. C'était un personnage ambitieux. Polycrate a compris que pour une île comme Samos, les chemins de la puissance passent par la mer. Il fait construire une flotte de 100 trirèmes, terrorise les cités-États voisines et taxe les navires qui croisent à proximité. Polycrate a fait de son île natale de Samos la maîtresse des mers. Et c'était la base de sa richesse et de son pouvoir. Fort de cette nouvelle richesse, Polycrate fait ériger des fortifications autour de sa capitale et s'attaque à un problème qui tourmente de nombreuses cités sous ces climats arides, l'eau potable. Samos était une cité très puissante, très importante. Elle n'avait pas assez d'eau pour répondre à ses besoins. Il y a bien une source abondante, mais le mont Castro, haut de 225 mètres, en barre l'accès. Polycrate et ses ingénieurs doivent absolument trouver une solution pour acheminer l'eau. Et construire un aqueduc autour de la montagne est exclu. Si vous construisez un système d'adduction d'eau autour de la montagne, la première chose que fera un assiégeant, c'est de le couper. Et là, vous pouvez avoir de magnifiques fortifications toutes neuves, elles ne vous empêcheront pas de mourir de soif. Le problème exige de réfléchir autrement. Polycrate s'adresse à l'ingénieur Eupalinos qui n'a pas peur de soulever des montagnes. Il propose de creuser un tunnel dans le mont Castro. Une entreprise colossale et de longue haleine. Ils savaient que le percement prendrait très longtemps. Alors, ils ont décidé de creuser des deux côtés à la fois. Ce qui pose un problème mathématique et technique. Comme plus tard les ingénieurs du tunnel sous la Manche, Eupalinos fait creuser des tunnels de part et d'autre de la montagne jusqu'à ce qu'ils se rejoignent au milieu. Pour réussir, il faut s'assurer que chaque tunnel commence à la même altitude de chaque côté de la montagne. Mais les tunnels doivent aussi s'aligner à l'horizontale. Sinon, ils se croiseront sans se voir comme des navires dans la nuit. Sans disposer d'un matériel de géomètre élaboré, le défi est extraordinaire. Une hypothèse veut qu'il l'ait relevé au pied de la montagne. En divisant le chemin qui la contourne en petits segments perpendiculaires, Eupalinos peut additionner chaque distance parcourue en ligne droite, ce qui lui permet de mesurer les deux côtés d'un triangle rectangle. Ces deux côtés connus, le chemin du tunnel à travers la montagne correspond nécessairement au troisième, l'hypoténuse. Ce qui rend cet exploit technique plus impressionnant encore, c'est qu'il ne se compose pas d'un, mais de deux tunnels. La galerie principale mesure environ 2 mètres sur 2, mais elle ne sert que d'espace de travail pour en creuser une autre en dessous qui va réellement servir d'aqueduc. Tandis que le tunnel de travail est percé à l'horizontale, celui de l'aqueduc descend de biais. En effet, ce second tunnel doit être légèrement incliné pour permettre à l'eau de s'écouler doucement vers la ville. Les ouvriers risquent leur vie dans les sombres entrailles de la montagne. Une fois au cœur de la montagne, les difficultés ont dû s'accroître terriblement. La roche pouvait bouger de manière imprévisible, ou l'eau déferler tout à coup et causer des ravages.
Les risques étaient permanents. Par-dessus le marché, il faisait noir. Il fallait éclairer, car il devait savoir constamment où il se trouvait pour ne pas dévier du tracé. Après de menus ajustements, les deux équipes se retrouvent à mi-chemin, presque exactement à l'endroit prévu par Eupalinos. Les galeries ne sont décalées que d'une soixantaine de centimètres en hauteur, soit une erreur de moins de 8% sur les 1036 mètres que mesure le tunnel. Cette incroyable réussite technique est peut-être l'heure de gloire du règne de Polycrate. Mais toute médaille a ses revers, surtout en politique. Le satrape de la côte d'Asie mineure a estimé que l'autonomie dont jouissait Polycrate nuisait au développement de la puissance perse. Polycrate a été arrêté, torturé et crucifié. Polycrate n'était qu'un tyran parmi tous ceux qui ont dirigé les cités-États helléniques entre 800 et 500 avant notre ère. Les hommes ne connaissaient alors qu'un seul régime politique, l'oligarchie ou gouvernement d'un petit nombre. Mais la cité-État d'Athènes va changer le cours de l'histoire du monde. L'artisan visionnaire de cette transformation se nomme Périclès. Il lèguera à Athènes un monument éternel juché au sommet de l'acropole. Un chef-d'œuvre de technique de précision nommé Parthénon. En 480 avant notre ère, lorsque Thémistocle vint les Perses à Salamine, ce n'est pas seulement Athènes qu'il sauve, mais sa jeune démocratie née 25 ans plus tôt. Pour Athènes, l'ère des tyrans est terminée. La cité est riche, en puissance militaire, en argent, en technique et en idées. Elle est prête à entrer dans l'âge d'or et un homme va l'y mener, le démocrate Périclès, intellectuel éclairé et défenseur des arts. Mais Périclès va aussi accroître la puissance athénienne par tous les moyens, y compris la menace, la corruption et la force brute. Périclès venait de l'une des vieilles familles aristocratiques d'Athènes, donc d'un milieu où on attendait de lui une grande carrière politique et militaire. Son ascension commence lorsque, jeune encore, il est élu au poste de stratège, l'un des 10 magistrats qui commandent l'armée et fixent la politique extérieure de la cité. Doué d'un talent inné pour la politique, ce brillant orateur devient vite l'homme le plus puissant et le plus influent d'Athènes. Périclès était l'archétype de l'animal politique. C'était un vrai homme politique. Il savait parler et convaincre, et il était totalement dévoué à ce qu'il faisait. Périclès arrive à la tête d'Athènes en 461 avant notre ère. Grâce à la flotte de trirèmes constituée par Thémistocle, la marine athénienne règne sans partage sur tout l'Est méditerranéen. Mais malgré la défaite des Perses à Salamine, la menace d'une autre invasion pèse toujours. En 478 avant Jésus-Christ, Athènes et d'autres cités-États de la mer Égée ont formé une alliance de défense mutuelle, la Ligue de Délos, une sorte d'OTAN de l'Antiquité. En 450 avant notre ère, Athènes était la maîtresse absolue de la Ligue de Délos, qui n'est plus qu'une sorte de banque pour la cité-État. Périclès, chef incontesté d'Athènes, met ses ressources à profit en faisant construire d'immenses édifices publics capables de refléter la grandeur et la magnificence d'Athènes. Si l'on en croit la légende, Poséidon, le dieu de la mer, et Athéna, déesse des arts et de la science, sont venus sur l'acropole demander au peuple à qui ils souhaitaient confier le patronage de la ville. Poséidon a frappé la terre de son trident et une source d'eau a jailli. Puis Athéna a frappé la terre de sa lance et un olivier est apparu, qui signifiait non seulement de quoi manger pour les Grecs, mais aussi un potentiel commercial. Et Athéna est devenue la déesse de la cité.
Au fil des siècles, plusieurs temples à la gloire d'Athéna ont été érigés et la plupart détruits. Mais Périclès va offrir à la postérité un véritable modèle d'architecture de la Grèce antique, le Parthénon. Sur l'acropole, Périclès décide de construire le Parthénon sur les fondations en ruine d'un temple plus ancien. Il faudra des milliers d'ouvriers et d'artisans pour bâtir ce temple magnifique. Les travaux seront les plus onéreux que la Grèce ait jamais consentis. 30 millions de drachmes, l'équivalent de milliards d'euros. C'est une somme faramineuse. Mais n'oubliez pas que c'était une immense entreprise nationale. Les travaux commencent en 447 avant notre ère. Le temple est aussi long que les 2/3 d'un terrain de football. Ses dimensions extérieures sont de 70 mètres de long par 30 de large. La première difficulté consiste à extraire le marbre dans une carrière de montagne à une quinzaine de kilomètres de là. Au total, quelques 30 000 tonnes de cette belle pierre blanche seront nécessaires. Dans la carrière, les ouvriers utilisent les fissures naturelles de la pierre pour arracher d'immenses blocs de marbre au flanc de la montagne. La première étape consiste à repérer ces fissures et à évaluer si le bloc répondra aux besoins. Ensuite, on insère des coins dans les failles horizontales et verticales, des coins en fer. Pourquoi ? Parce qu'il faut libérer le plus d'énergie possible en frappant sur ces coins simultanément pour que la pierre cassante se fende et se rompe. Lorsque les blocs géants sont prêts, les hommes les déplacent au moyen de leviers, de cordes et de poulies et les préparent au transport jusqu'à l'acropole. Mais les accidents sont fréquents. Le risque était énorme que le bloc glisse et écrase des gens sur son passage. Mais l'extraction et le transport du marbre ne sont que la moitié de la gageure. Sur l'acropole, les ingénieurs doivent maintenant trouver comment soulever ces monstres de 10 tonnes pour ériger le plus beau temple que le monde ait jamais vu. Juillet 447 avant notre ère. La construction du Parthénon a commencé. Le temple à la gloire d'Athéna est une idée de Périclès, homme d'État dynamique et ambitieux qui conduit Athènes vers un âge d'or encore inconnu dans l'Antiquité. C'était une manière de clamer « Athènes est la cité la plus puissante. Nous sommes le creuset de la démocratie et de la libre pensée. Nous avons les meilleurs citoyens, la meilleure armée, la meilleure marine. Nous sommes les plus forts. » La plupart des édifices de l'époque sont hexastyles, c'est-à-dire dotés de 6 colonnes de front et 13 de long. Le Parthénon sera plus grand. Les colonnes seront au nombre de 8 par 17. Ça le distingue des autres. Ils ont tous à peu près les mêmes proportions. Donc agrandir une partie veut dire tout agrandir proportionnellement. L'élargir, c'était lui donner une dimension supplémentaire. Les colonnes sont le principal soutien de la structure. Chacune se compose de 11 tambours empilés, cannelés, de manière à s'aligner parfaitement une fois montés en colonne. L'extrémité des tambours est divisée en 4 cercles concentriques. Les anneaux ainsi obtenus sont ensuite poncés ou ébauchés selon l'adhérence nécessaire pour adhérer au tambour suivant. Au centre de chaque tambour, une encoche de 10 cm sur 15 cm² est pratiquée. Les charpentiers la comblent ensuite avec une pièce de bois et une cheville permettant de les centrer en les empilant. La difficulté suivante consiste à soulever les tambours extrêmement lourds, notamment ceux des parties supérieures des colonnes. Une seule colonne du Parthénon peut peser de 63 à 119 tonnes.
La grue est un appareil extrêmement simple. Une flèche et des poulies qui, comme nous le savons, permettent de soulever une masse de, disons, 10 tonnes en ne tirant qu'une centaine de kilos. Différents systèmes sont utilisés pour attacher la pierre à la grue. La méthode la plus courante consiste à accrocher l'extrémité de la corde au sommet d'un crochet métallique en forme de S. On arrime ensuite des cordes plus courtes sur la partie inférieure du S, puis on les passe autour des saillies volontairement laissées à cet effet. Typiquement, 4 saillies entourent le bloc de pierre, de manière à répartir la force nécessaire au levage de l'objet. Les murs entourant les espaces intérieurs doivent être posés avec une extrême précision, car les bâtisseurs n'utilisent pas de mortier. Pour souder les blocs entre eux, les tailleurs évident une sorte de double T dans lequel des tiges métalliques sont insérées en guise d'agrafe. Une fois les colonnes et les blocs en place, les saillies servant à les soulever sont arasées. Si l'on en croit la rumeur, il n'y a pas une seule ligne droite dans tout le Parthénon, ce qui signifie simplement que les architectes y ont inséré de légères illusions d'optique. Ça commence par l'escalier, ça continue dans les colonnes et ça finit au fronton, cet élément triangulaire tout en haut de l'édifice. Alors commençons par l'escalier. À première vue, il a l'air bien droit, mais en y regardant de plus près, il est un peu bombé au milieu pour redescendre de chaque côté. Eh bien, ce principe s'applique aussi aux colonnes. Ce sont des colonnes doriques, donc dépourvues de base. Elles semblent jaillir directement de la pierre. Chaque colonne est ornée de 20 cannelures et grossit lentement jusqu'au milieu pour rétrécir en continuant sa course vers le haut. Ce procédé a un nom, l'entasis. Au niveau de notre horizon visuel, des lignes si longues auront tendance à paraître courbes. Pour éviter ça, ils les ont incurvées dans l'autre sens. Le résultat est plus harmonieux. Les lignes paraissent bien droites. Mais si elles étaient vraiment droites, on les verrait tordues, comme ça. La fonction principale du Parthénon est d'abriter la statue monumentale d'Athéna. La construction du Parthénon a coûté extrêmement cher, mais la statue qu'il devait abriter a coûté à peu près autant, si ce n'est plus. La statue d'Athéna mesurait une douzaine de mètres de haut. C'était une statue chryséléphantine, avec de l'or et de l'ivoire. Des centaines de sculpteurs ornent le temple de personnages pleins de vie, preuve que les talents de l'époque ne se limitent pas aux techniques. La décoration la plus célèbre du Parthénon est la frise qui court sur ses murs intérieurs. Ce bas-relief, profond de moins de 10 cm, représente des Panathénées, ces fêtes célébrées tous les 4 ans en l'honneur d'Athéna. Aujourd'hui, il ne reste du Parthénon que des vestiges de marbre blanc, mais dans l'Antiquité, les sculptures et de nombreuses parties du bâtiment étaient richement peintes. Cependant, tous les citoyens ne sont pas emballés par le Parthénon. Certains jugent hideuse cette lubie de Périclès, d'autres n'y voient qu'un monument à sa propre gloire. Beaucoup d'Athéniens détestaient le Parthénon. Ils le trouvaient répugnant, affreux. Platon ne l'aimait pas du tout. Pour un grand nombre d'Athéniens, ces bâtiments modernes qui envahissaient leur saint des saints, si j'ose dire, étaient en rupture avec le passé. Le Parthénon n'est pas le seul objet de mécontentement. Tandis que Périclès œuvre à étendre l'hégémonie d'Athènes, ses rivaux conspirent. Bientôt, ils passent à l'acte en s'attaquant à ses proches. Au sommet de la liste se trouve une hétaïre, une femme très belle et très cultivée, Aspasie, la concubine de Périclès. Les hétaïres étaient des courtisanes de haut rang,
souvent comparée aux geishas japonaises par exemple. Elle fréquentait les cercles les plus élevés de la vie culturelle athénienne. Dans l'Athènes classique, les femmes sont soumises à l'autorité des hommes. Mais Aspasie fait exception à la règle. Périclès la traite comme son égale et bientôt, elle fait partie de l'élite athénienne. Leur couple est très vite devenu célèbre. À l'étonnement, voire au scandale du peuple athénien, Périclès a même été vu en train d'embrasser Aspasie en public, sur le pas de la porte en quelque sorte. Naturellement, ce genre de démonstration n'était pas très bien vu à l'époque. En 432 avant notre ère, après une quinzaine d'années de construction, le Parthénon est achevé. Le temple joue exactement le rôle souhaité par Périclès, clamer à la face du monde la puissance d'Athènes. Mais, ironie du sort, déjà l'hégémonie dont il est le symbole commence à s'amenuiser. Et Sparte, l'ennemi ancestral, se lève. Une fois le système d'alliance de la Ligue de Délos établi, cet empire athénien, comme certains l'appellent, sans doute à juste titre, Sparte a commencé à regarder Athènes d'un œil de plus en plus soupçonneux et a fini vers 430 par se sentir menacée. En 431, les Spartiates marchent sur Athènes. Pendant 2 longues années, Athènes assiégée résiste. Mais un ennemi invisible vient frapper de l'intérieur la cité rayonnante de Périclès. Au bout de 2 ans, à cause de la surpopulation, une maladie probablement venue du Proche-Orient frappe les Athéniens. C'est la peste d'Athènes. L'épidémie a décimé une grande partie de la population. Périclès y survit. Mais c'est un sexagénaire déjà affaibli que le peuple rend responsable des malheurs de la cité. En 429, alors que la peste et la guerre supplicient sa chère Athènes, Périclès expire. Connu sous le nom de guerre du Péloponnèse, le violent conflit opposant Sparte à Athènes se poursuivra encore 25 ans pour s'achever en 404 avant notre ère par la chute d'Athènes. Avec la guerre du Péloponnèse, le siècle de Périclès et la domination d'Athènes s'achèvent. Mais les merveilles culturelles et techniques de la Grèce classique leur survivront longtemps encore. 2 hommes vont transmettre au monde ce fantastique héritage. 2 hommes et pourtant aucun n'est athénien. Leur nom sera synonyme non seulement de conquête, mais d'hellénisme. Ils répandront les idéaux, la culture et les valeurs grecques jusqu'aux confins du monde connu, et pour les siècles à venir. Le premier de ces hommes s'appelle Philippe II de Macédoine. Le second, son fils, sera un exemple pour des générations d'empereurs et de généraux, de César à Patton, en passant par Napoléon. Au cours de ses 33 ans de vie, cet élève d'Aristote, ce dieu autoproclamé, aura traversé l'intégralité du monde connu. Son nom, Alexandre le Grand. C'était Peter Weller.